Très heureux de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur Chérif Télévision. Donc voici les titres de ce journal. Le guide spirituel des Ansar à Sidi Chérif Ousmane Madan Haidara a fait don d'une importante quantité de dons aux habitants de Tamani, son village natal, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous commençons par cet élément. L'Ordre des médecins, des vétérinaires du Mali et l'Association des enfants de militaires et résidents au Canada ont fait parler leur cœur en remettant respectivement une enveloppe de 3 millions de francs CFA et des vivres aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur. La remise du don s'est déroulée à la direction des services sociaux des armées en présence de plusieurs invités de marque. Le compte rendu est signé par Madi Hawakiri. Dans un contexte marqué par l'élan de solidarité nationale en faveur des couches vulnérables, des organisations ont posé un geste fort. Il s'agit de l'Ordre des vétérinaires du Mali et l'Association des enfants des militaires basés au Canada qui ont respectivement remis un chèque de 3 millions de francs CFA et des vivres à la direction du service social des armées en vue de soutenir les veuves et orphelins des militaires et paramilitaires disparus au front. Un acte salué comme une contribution citoyenne à l'effort de solidarité lancé par les plus hautes autorités du pays. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de saluer le président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta. Face à la situation que traverse notre pays, notamment l'insécurité, il est du devoir de tous les fils du Mali de se donner la main afin de relever l'ensemble des défis sécuritaires. Cet esprit de solidarité nationale que l'Ordre des vétérinaires du Mali et l'ensemble de ses démembrements ont répondu à l'appel du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a invité tous les Maliens à faire preuve d'entraide et de solidarité dans les moments difficiles que traverse notre pays. C'est ainsi que nous avons mobilisé la somme symbolique de 3 millions de francs CFA destinée aux familles de nos militaires tombés sur le champ de l'honneur afin de leur témoigner notre reconnaissance et notre soutien indéfectible. L'action que nous posons aujourd'hui n'est qu'un début. Comme je l'avais dit tantôt, d'autres initiatives suivront et nous continuerons à les assister en collaboration avec la direction du service social des armées. À l'endroit des veuves et des orphelins, nous voulons dire que leurs proches ne sont pas tombés en vain, en suivant l'exemple du chef de l'État. Dans le même esprit, l'Association des enfants des militaires et résidents au Canada a également apporté son soutien à travers un don de vivres composé notamment de sucre, d'huile et de pâtes alimentaires accompagné d'une enveloppe symbolique. L'objectif, c'est pour remettre aux veuves, aux orphelins, pour aider la transition, pour donner ça aux femmes et aux enfants des veuves. Il s'agit de venir donner social. Au nom des autorités, le directeur général du service social des armées a salué ces gestes de solidarité envers les familles des soldats tombés pour la nation, particulièrement en ce mois de Ramadan. C'est avec un profond sentiment de gratitude et d'émotion que je prends la parole. En cette circonstance solennelle marquant la remise d'une somme d'argent par l'Ordre des vétérinaires du Mali et la remise officielle des vivres par l'Association des enfants des militaires maliens résidant au Canada. Les présentes donations sont offertes à la direction du service social des armées au profit des veuves, des orphelins, des militaires et paramilitaires ainsi qu'aux blessés de guerre. En cette période de mois de carême, temps de partage, de solidarité et de compassion, ces actions prennent une dimension encore plus significative. Elles traduisent une compréhension réelle des difficultés auxquelles font face les familles de ceux qui ont consenti les sacrifices ultimes pour la défense de notre nation par les deux donataires. D'abord, quant à la donation faite par l'association de l'Ordre des vétérinaires du Mali, elle est composée de 3 millions de francs CFA offerte par l'association de l'Ordre des vétérinaires du Mali. Ensuite, quant à la donation faite par l'association des enfants des militaires maliens résidant au Canada, tous des filles et fils de militaires, elle est composée de 30 bidons d'huile de 5 litres, 30 sachets de sucre de 5 kg, 30 paquets de spaghettis
plus une enveloppe de 150 000 francs. En m'adressant toujours à l'association de l'ordre des vétérinaires du Mali, sachez que votre geste d'aujourd'hui renforce les partenariats entre votre association et les institutions publiques au service des causes nobles. Cet esprit patriotique, humaniste, mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Aussi, quant aux jeunes Maliens, enfants des militaires résidant au Canada, la direction du service social des armées apprécie à sa juste valeur cet élan philanthropique qui démontrent qu'ils n'ont pas oublié leurs compatriotes vivant au Mali. Nous formulons des prières pour que ce mois béni apporte paix, bénédiction et prospérité. La cérémonie a pris fin par la remise des enveloppes et des vivres à quelques bénéficiaires. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire des militaires et civils tombés sur le champ de l'honneur. L'actualité sur tout autre plan, les 24, 25 et 26 mars, se tiendra au Centre international de conférence de Bamako, le colloque scientifique international sur la problématique du capital humain pour l'industrie extractive et la souveraineté énergétique dans l'espace confédéral de l'Alliance des États du Sahel. Cette conférence de presse est organisée par l'université Ahmed Baba et ses partenaires afin d'annoncer officiellement cet événement majeur qui devrait se tenir au Mali. Le coin avec Kafne Batili. L'université privée Ahmed Baba, à travers son école des mines et du pétrole, avec la collaboration du ministère des Mines, du ministère de l'Enseignement supérieur, celui de l'Environnement, ainsi que le département en charge de l'énergie, lance officiellement les travaux du colloque scientifique international à travers une conférence de presse. Durant 3 jours, autrement du 24 au 26 mars, cette rencontre internationale abordera la thématique du capital humain pour l'industrie extractive et la souveraineté énergétique dans la zone de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, la formation est importante, capitale pour tout projet de développement. C'est pourquoi nous avons au niveau de cette université lancé la première école des mines et du pétrole au Mali. Parce que on s'était dit que le Mali, 3e producteur d'or, mais le Mali n'ayant aucune école de formation, d'offre de formation en mining, c'était pas acceptable. Il fallait quand même aider ce pays à avoir sa toute première école des mines et du pétrole. Ça, on était dans les années 2009-2010. Alors, c'était un challenge, un défi. Mais par la grâce de Dieu, le soutien des uns et des autres, nous sommes parvenus à doter le Mali de sa toute première école des mines. Et ça a ouvert la voie à d'autres initiatives. Donc nous voudrons remercier ici tous mes collaborateurs et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin en fait, à la création de cette école à travers l'université. Le 24, 25 et 26 se tiendra en fait au CICB ce colloque international, Inch'Allah. L'université privée Ahmed Baba, fidèle à son engagement, ou sinon à ses engagements, a initié ce projet. Ce colloque scientifique international se fixe comme objectif principal permettre aux participants, aux institutions de formation et au pouvoir public de mieux cerner les enjeux de la formation dans le secteur de l'industrie extractive et de réfléchir aux meilleures stratégies et mécanismes à mettre en place pour répondre individuellement ou dans une démarche intégrée aux attentes de ce secteur en plein développement. En croire le représentant du ministère des Mines, l'accompagnement des plus hautes autorités du pays ne fera pas défaut. Et pour ce faire, nous avons eu la chance d'être accompagnés par les services techniques de l'État. Au premier chef, notre ministère de l'Enseignement supérieur et également le ministère des Mines, qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment nous accompagner. La preuve, c'est la présence des représentants des 2 services phares du ministère des Mines, qui est la DNGM et aussi l'Office national de la recherche pétrolière, la promotion pétrolière. Alors, donc, qui sont là et qui nous accompagnent nuit et jour dans ce travail-là. Et aussi remercier le professeur, même si
Il me dit de l'appeler docteur, je préfère professeur. Baba Ndiaye, Baba Farandi Ndiaye, qui aussi de nuit comme de jour, chaque fois qu'on a besoin de lui, il se mobilise et il répond favorablement, enfin positivement à nos demandes. Et je vais finir par remercier aussi le personnel de l'université Ahmed Baba qui a cru en ce projet et qui s'est battu malgré les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Nous avons tenu et alhamdoulilah, on est là aujourd'hui pour pouvoir faire ce lancement officiel. Et donc on voudrait vraiment remercier des sponsors tels que la FG Bank, tels que Moulina Group, tels que la BNDA, tels que les sociétés minières qui sont là, MMS et puis Resolite, Barrick Gold, Somilo, puis Semos et j'en passe. Notez bien, ce colloque est placé sous la présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, et coparrainé par les ministres en charge de l'industrie extractive des pays de l'AES. À présent, venons-en au titre de ce journal. Le village de Tamani a bénéficié d'un geste de solidarité de la part de l'un de ses fils, en l'occurrence Seydi Chérif Ousmane Madan Haidara, qui a fait don de vivres à la population le mardi 3 mars dernier, don composé d'huile, de sucre et de riz ont été remis à la population pour l'aider à faire face aux difficultés quotidiennes en ce mois béni du Ramadan. Khadija Traoré et Ablaye Diarra sont nos envoyés spéciaux à Tamani. Cette action de Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara envers son village natal s'inscrit dans la continuité de ses efforts de promotion de l'entraide et de solidarité dans la localité. Un soutien de taille pour les populations locales, notamment les plus démunies. La cérémonie de distribution a réuni des personnalités, dont les responsables religieux et des membres de la communauté, qui ont souligné l'importance de la solidarité et de la générosité dans l'islam, avant d'exprimer leur gratitude envers Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara. Cela se fait il y a plus de 10 ans de cela. On ne peut que remercier Chérif Ousmane Madani Haidara pour son geste à la population de Tamani. C'est un grand remerciement à sa famille et à tous les membres de Ansar. Il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Seulement que le remercier et que Dieu protège sa famille ainsi que tous les membres de Ansar. C'est venu au moment opportun. Qui connaît Tamani doit savoir que vraiment le grand besoin se fait sentir. Donc c'est venu au moment opportun, quoi. Donc c'est un grand soulagement pour la population de Tamani. Cet acte que Chérif Ousmane Madani Haidara a toujours accompli pour les populations de Tamani environnant, d'une part, c'est un geste où tout le monde l'attend, parce que c'est une habitude. Donc si c'est une habitude, toujours on se dit quand est-ce qu'il va nous envoyer. Ça veut dire que les gens sont toujours pressés de l'avoir. Vu les conditions sociopolitiques et voire économiques, vous allez voir que c'est un moment qui est très très apprécié pour la population de Tamani. Donc toute la population, ils sont très contents de recevoir des vivres à cette période du mois de carême pour continuer leur ramadan. Donc ça, c'est un acte où tout le monde se dit maintenant, franchement, ça, on le connaît, l'homme qui le dit et il l'a fait. Donc franchement, nous sommes tous contents. La grande famille chérifienne de Tamani se dit honorée de voir ce geste apprécié par la population de Tamani. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Chaque année, Haidara nous fait ce cadeau au mois de carême. Il donne le riz à tout le monde. Pauvres, riches, fonctionnaires, tout le monde. Les femmes qui ont perdu leur mari, surtout les enfants orphelins. Il donne à tous ces gens-là. Vraiment, on les félicite, on les bénit. Que Dieu lui donne une longue vie. Que Dieu lui donne une longue vie à sa famille. La cérémonie s'est achevée par la remise officielle de ce don d'une valeur estimée à plusieurs millions de francs CFA. À présent, voyons le reste de l'actualité en images et en bref commenté par Moussa Fomba.
Guerre en Iran, l'Espagne refuse de mettre à disposition ses bases militaires pour aider les États-Unis, alors que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé être prêts à des actions défensives pour réduire les capacités militaires iraniennes. L'Espagne refuse d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases militaires de Rota et de Monron dans le sud du pays. L'Espagne prend le contre-pied de la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les dirigeants de ces trois pays se sont dit prêts dimanche à des actions défensives nécessaires et proportionnées après les ripostes iraniennes contre plusieurs pays du Golfe. Le premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sánchez, lui, a condamné fermement les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, les qualifiant d'intervention militaire injustifiée et dangereuse en dehors du droit international. Des critiques précédées d'actes. L'Espagne, en effet, a refusé d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases militaires de Rota et de Monron dans le sud du pays pour attaquer l'Iran. Les États-Unis opèrent sur ces bases dans le cadre d'un accord d'utilisation conjointe, mais elles demeurent sous souveraineté espagnole. D'après toutes les informations dont je dispose, les bases ne sont pas utilisées pour cette opération militaire, a déclaré le ministre des Affaires étrangères José Manuel Alvarez à la télévision publique espagnole, faisant référence aux installations militaires de Rota et Monron en Andalousie, dont l'utilisation par les États-Unis est prévue sous certaines conditions en vertu d'un accord. La très sérieuse agence Reuters vient de donner des informations qui confirment l'état sidérant d'impréparation de l'agression israélo-américaine contre l'Iran. C'est ce qu'a écrit l'homme politique français François Asselineau du parti UPR sur sa page Facebook. On apprend, dit-il, en effet que les États-Unis ont tiré 400 missiles Tomahawk au cours des 3 premiers jours de cette nouvelle guerre et que cela représente 5 ans de stock. Paniqué à l'idée de ne bientôt plus avoir suffisamment de missiles pour contrer les forces armées iraniennes, Trump, des sources de l'agence Reuters, a fustigé l'administration Biden en lui reprochant d'avoir dilapidé ses précieux missiles dans la guerre en Ukraine. Selon toujours M. Asselineau, Trump aurait également décidé de convoquer vendredi 6 mars à la Maison-Blanche les représentants de Lockheed Martin, de Raytheon et d'autres grands groupes d'armement afin d'accélérer considérablement leur production. L'objectif fixé serait de porter la production de missiles Tomahawk à 1000 par an. Relayant toujours l'article de l'agence Reuters, le secrétaire à la Défense annonce qu'une rallonge budgétaire colossale, pas moins de 50 milliards de dollars, devrait être mise en œuvre pour tenter de reconstituer les stocks et d'augmenter au plus vite la cadence de production. La perturbation par l'Iran des infrastructures du Moyen-Orient révèle des failles de la défense aérienne américaine selon un expert. La mise hors service des radars américains au Moyen-Orient est une perte sérieuse car ces systèmes jouent un rôle clé dans la protection des bases américaines contre les menaces de missiles, explique l'expert militaire et historien de la défense anti-aérienne Yuri Kanutov à Sputnik. Des images satellites montrant des stations radars endommagées par les frappes iraniennes sur plusieurs bases américaines avaient précédemment été rapportées. Ça a montré l'inefficacité des missiles patriotes et des systèmes de défense à courte et moyenne portée qui avaient échoué à protéger les installations, souligne Kanutov, suggérant qu'il pourrait falloir jusqu'à 3 mois pour les rétablir. Selon lui, l'Iran mène une guerre d'usure contre les armées américaines et israéliennes via plusieurs étapes, à savoir utiliser des drones et missiles balistiques anciens, lancer des drones et missiles plus modernes pour réduire le nombre d'intercepteurs adverses, tirer des missiles Fatah capables de percer les défenses restantes. Bien que les systèmes de missiles américano-israéliens puissent rester opérationnels, ils seront à court de munitions, ce qui pourrait infliger des dommages considérables à la fois aux bases militaires américaines et à Israël dans son ensemble, conclut-il. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, de son côté a critiqué Israël et les États-Unis. Nous voulons comprendre comment les bombes israéliennes et américaines ont été utilisées pour attaquer une école où se trouvaient des fillettes. Personne ne veut se battre pour Israël, lance un ancien marine américain expulsé du Sénat américain pour avoir protesté contre la guerre en Iran, comme l'on peut le constater dans cette vidéo. L'Occident agit au Moyen-Orient selon le principe diviser, dresser les uns contre les autres et régner selon Sergei Lavrov. Déclaration clé du ministre russe des Affaires étrangères à la table ronde des ambassadeurs. Les négociations américano-iraniennes étaient proches du succès en juin dernier. Il ne fait aucun doute que l'un des objectifs de l'opération au Moyen-Orient était de s'aimer la discorde parmi les pays du Golfe. Les monarchies perses n'ont condamné ni les actions des États-Unis et d'Israël, ni le meurtre de jeunes filles en Iran selon lui. L'Iran de son côté a utilisé son missile sophistiqué super lourd, le Khorramshahr 4, lors du conflit avec les États-Unis et Israël.
Ses caractéristiques, selon des sources ouvertes, portaient jusqu'à 2000 km, une ogive de 1,5 tonnes, une vitesse jusqu'à Mach 8 avec un ciblage précis. Les gardiens de la révolution iranienne affirment avoir touché un pétrolier américain dans le nord du Golfe et le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz a chuté de 90%. Contrairement aux autres types de navires dont les mouvements ont largement cessé, certains pétroliers traversent encore le détroit d'est en ouest, en partie avec leur transpondeur éteint, indique la société d'analyse Kepler. Le pétrole à $100 est imminent, estime l'envoyé spécial de Poutine. Le prix du pétrole livré en Asie dépasse déjà $90 le baril pour la plupart des types de pétrole. Le brut Murban est à $96, a écrit Kirill Dmitriev sur X. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une frappe de missiles contre un pétrolier américain jeudi matin, a rapporté cette unité d'élite de l'armée iranienne. Tôt ce matin, ce pétrolier, situé dans le nord du Golfe Persique, a été touché par des chasseurs de la marine des gardiens de la révolution iranienne et est actuellement en feu, a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique, cité par la télévision publique iranienne. Le détroit d'Ormuz est sous le contrôle de l'Iran et tout navire affilié aux États-Unis ou à Israël se verra interdit de le traverser, a averti cette unité d'élite de l'armée iranienne. Et c'est ce qui met fin à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chef la télévision. Bonsoir.